bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Spot, le podcast qui parle de sciences géospatiales, d'innovation, d'architecture, d'urbanisme, etc. Avec moi, mon fidèle co-animateur, Jonathan. Salut, Jonathan. Salut, Charles, ça va? Ça va, toi? Ouais, ça va pas pire. Tu reviens de vacances, hein? T'es rayonnant. Je suis bronzé, même. Non, je reviens des montagnes de l'Ouest, fait que non, c'est vrai, je peux pogner un petit peu de soleil. Ouais, un petit peu de soleil. Ouais. Hey, dis-moi, Jonathan, est-ce qu'on a des commanditaires cette semaine? Ouais, on a une pas pire liste. Je vais essayer quand même de m'en rappeler tous, mais le podcast d'aujourd'hui est présenté par AB Tech. Oui. Donc, distributeur officiel de Leica. Pour l'entretien de vos machines, l'achat, également la location. Donc, AB Tech pour le service avant tout. Et également une présentation de K2 Géospatial. Puis, on va saluer aussi nos fiers commanditaires. Donc, on a Jacques Artaud. On a, comme dit, on a l'Arbre et Associés. On a Coda. Et on a H4G Géomatique. On a-tu quelqu'un d'autre? Notre très fidèle il faut pas l'oublier. Archevêché, Luc Vaillancourt de chez Balise. Exactement. Donc, merci à tout le monde. Merci. Vous rendez le podcast disponible. Le podcast, on est capable de réaliser ce podcast-là grâce à vous. Exactement. Et à notre auditoire aussi, fidèle auditoire. Exact. On nous écoute jusqu'en Tunisie. Je salue mon ami Kamel. Ah oui, on a eu de la rétroaction de la Tunisie. Exactement. Hey Jonathan, cette semaine, on reçoit Benoît Balmana de chez Iveo. Oui, salut les gars. Bonjour Benoît. Salut, bonjour, merci de m'accueillir. Eh bien, ça fait plaisir. On commence habituellement avec un cheers. Avec de la bière sans alcool. Oui, on reste fidèle au mois de février sans alcool. On innove aujourd'hui. Exact, puis on a quand même des produits locaux, fait que ça devrait être pas mauvais. Oh, ouais, c'est mauvais. C'est pas mauvais. Moi, c'est pas pire. Ouais. Donc Benoît, tu es directeur chez Iveo, c'est ça? Oui, je suis directeur général d'Iveo. Fondateur aussi de l'initiative. Ouais, okay. Une initiative qui est partie en 2016. Je pourrais en parler tout à l'heure un petit peu, mais qui a été officiellement lancée en 2018. Oui, c'est moi qui ai participé notamment à la réflexion de qu'est-ce qu'on pouvait amener de plus dans l'écosystème d'innovation pour essayer d'aider surtout le milieu municipal à intégrer de plus en plus de nouvelles technologies. OK. Donc, Iveo, c'est quoi? C'est... on parle d'innovation évidemment, là, mais la structure, c'est quoi? Donc, c'est un organisme. Donc, depuis 2018, on est financé principalement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour, en fait, amener donc, l'innovation dans le milieu municipal. Donc, je dis souvent, pour schématiser, on est un accélérateur d'innovation pour le milieu municipal, principalement pour que les villes, vous avez sans doute déjà entendu parler du concept de ville intelligente qui aujourd'hui, on remplace beaucoup plus le terme par des villes durables. On veut que les villes aient une approche beaucoup plus environnementale, aussi des économies financières, de mieux optimiser leurs opérations. Puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de technologies qui sont disponibles pour les villes. Par contre, c'est pas évident pour une ville de se transformer en ville innovante. Donc notre mission, c'est d'essayer de faciliter tout ça, de faire le maillage entre des entreprises innovantes, des nouvelles solutions et puis le milieu municipal. Je pense que c'est notre première OBNL qu'on a au podcast à date.
Ah oui, je pense que oui. Je pense que oui, en effet. Intéressant, il était temps. Il était temps, oui. Exact. Puis, on aime bien savoir un petit peu le parcours là, de la personne qui a fondé en fait l'entreprise. OK, cool. Donc, tu viens de où? Écoutez, moi, je suis un Français qui est au Québec depuis 15 ans maintenant. Oui, c'est l'accent de la personne qui a passé une bonne partie de sa vie au Québec. C'est ça. Si mes amis français m'écoutent, ils diront c'est un Québécois, lui, c'est sûr. Mes collègues me croient jamais, mais c'est vrai. Donc, oui, 15 ans au Québec, bien heureux, pas pressé de repartir. Et j'ai un parcours, moi, qui en fait toujours été dans le domaine de l'innovation. Là, depuis le début de ma carrière, je travaillais dans le domaine de l'innovation, dans l'accompagnement d'entreprises innovantes, que ce soit sur des analyses de marché, du financement de l'innovation. Donc, j'ai toujours travaillé dans ce domaine. J'ai fait un petit parcours dans un fonds d'investissement aussi, donc toujours à côtoyer des entrepreneurs, des projets d'innovation, valider la pertinence des technologies, valider l'intérêt du marché. Donc, tout ça, ça m'a amené à développer, là, depuis le début de ma carrière, une bonne expertise dans tout ce qui touche la commercialisation de l'innovation. Puis, c'est un petit peu ça, le lien, bien sûr, avec IVEO, parce que j'ai toujours remarqué, puis je pense que c'est bien documenté, que pour une entreprise innovante, la phase la plus compliquée de son développement, c'est la mise en marché. Il y a beaucoup de support pour la recherche et développement, le développement des technologies. On le sait, un écosystème très fort au Québec, depuis la recherche universitaire, les incubateurs, les accélérateurs, il y a plein de supports. Mais quand on arrive à la commercialisation, on tombe un peu dans un trou. Puis c'est ce trou-là que chez IVEO, on a voulu venir combler. Donc de regarder qu'est-ce qu'on pouvait créer comme initiative pour accélérer le développement de l'innovation dans un domaine qui est particulier, qui est celui des villes, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les villes ont des enjeux majeurs à résoudre. Je parlais tout à l'heure, le principal, c'est les changements climatiques. Ils ont beaucoup de responsabilités sur leurs épaules en termes de réduction de gaz à effet de serre. Ils ont des contraintes financières très importantes. Ça a fait beaucoup la une des journaux. De moins en moins. De moyens. Donc, quand on ne peut pas augmenter les revenus, on essaie de baisser les dépenses. Comment les technologies peuvent aider les villes à faire face à tous ces enjeux, que ce soit environnementaux ou économiques. Mais question, pourquoi tu as visé les villes en particulier? Pourquoi tu as décidé de fonder IVEO? Ça c'est en effet dans la genèse, là, ce qui s'est passé. Donc on est parti en fait en 2016, été 2016. C'est le grand moment où le gouvernement du Québec a annoncé ses intentions au niveau de faire du Québec une référence mondiale en électrification des transports et en mobilité durable. Donc, c'est parti de ce constat-là, où il y a plusieurs organismes au Québec qui se sont organisés, structurés, pour essayer d'atteindre cette mission gouvernementale qui était de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour faire émerger le Québec au niveau mondial en mobilité durable. Et donc, chez IVEO, en tout cas dans la réflexion qu'on a faite, on a dit il faut qu'on essaie d'amener de la valeur dans cet écosystème, puis c'est quoi qui manque dans l'écosystème actuellement, puis il manquait cet aspect de mise en marché, d'aider les entreprises à commercialiser. Donc, pour répondre à cet enjeu de commercialisation, une des premières bases qu'on a établies dans notre plan d'affaires, ça a été de dire, pour faciliter la commercialisation, un des premiers pas, c'est l'expérimentation. Démontrer que les technologies apportent un réel bénéfice. Donc, monter des projets vitrines, des projets de démonstration, des projets d'expérimentation. C'était le premier socle d'IVEO. Puis ensuite, quand on s'est dit, OK, c'est bien, on va monter des projets d'expérimentation entre des startups, des entreprises innovantes, puis des partenaires, en mobilité, les villes se sont imposées un peu comme un acteur incontournable, parce que les villes, souvent, bien sûr, il y a le transport collectif, mais les villes aussi, il y a beaucoup de déplacements, des agents municipaux. Donc, on s'est dit, les villes sont des joueurs importants pour toutes les technologies de mobilité. Et donc, on a commencé à approcher certaines villes en présentant notre modèle, en disant, il y a beaucoup de technos en mobilité, on a besoin de les tester, de les expérimenter. Est-ce que vous, qui êtes un milieu preneur intéressant, est-ce que ça vous intéresserait de contribuer à finalement mettre à profit vos territoires pour tester et expérimenter des innovations? Et les villes ont une réponse très favorable à cette question. Et donc, on est arrivé finalement avec notre modèle d'IVEO. Notre originalité, ça a été de dire, on va se positionner en mobilité durable sur l'expérimentation
avec le milieu municipal. Puis de fil en aiguille, on a donc travaillé beaucoup avec le milieu municipal, puis on s'est rendu compte, plus qu'on travaillait avec ces villes, que les villes avaient énormément de pression sur les épaules pour changer leur façon de faire, mais très peu de villes ont les ressources pour le faire. Parce que au Québec, j'aime toujours rappeler qu'il y a 1100 villes, puis il n'y en a que 10 qui ont plus de 100 000 habitants. Donc la plupart des villes sont des petites ou des moyennes villes. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Ontario. Exact. Donc là, ici au Québec, beaucoup plus ça s'est aggloméré beaucoup puis plus. Puis nous, un peu moins. Ouais. Donc les villes n'ont pas forcément le temps, les ressources, les expertises pour faire de la veille technologique, qualifier des entreprises. Donc on s'est rendu compte que les villes avaient beaucoup de besoins pour être accompagnées en innovation. Et donc finalement, IVEO était un peu ce support qu'on venait amener en disant aux villes, on va nous travailler pour vous, pour qualifier des technologies, qualifier des innovations et vous proposer ce qui nous paraît répondre le mieux à vos enjeux. Et les villes donc, ont finalement adhéré à ce modèle. Et aujourd'hui, on est rendu plus de 50 villes à travers le Québec qui sont partenaires avec nous. Et depuis aussi, les villes ont tellement de besoins qu'on est parti de la mobilité, mais aujourd'hui, on a des projets dans les thématiques de l'eau, de l'efficacité énergétique, des bâtiments intelligents, tout ce qui peut aider finalement une ville à baisser soit son empreinte environnementale, soit de baisser ses coûts d'opération. Okay. Comment vous approchez les villes? Est-ce que vous approchez, par exemple, le DG ou est-ce que vous y allez directement, mettons, par exemple, avec les élus? Est-ce que aussi il faut que vous soyez inscrit au registre des lobbyistes? Alors non, justement, à cause de notre statut d'OBNL, puis deux, les villes dans notre modèle d'affaires. Donc j'ai parlé bien sûr, le gouvernement du Québec, c'est un des grands partenaires de notre organisme, mais les villes aussi nous mandatent pour faire cette mission. Donc c'est pas comme on pousse pas, on n'est pas représentant de l'entreprise, on est représentant de la ville dans notre métier. On essaie de dire c'est quoi qui peut répondre aux besoins de la ville, puis la ville nous mandate sur des besoins particuliers. Okay. Donc, on n'est pas à pousser, puis on n'a pas de modèle d'affaires où les entreprises nous rémunèrent pour qu'on les amène dans le milieu municipal. Donc, on est assez clair là-dessus. Notre mission, c'est vraiment d'aider le milieu municipal à faire le tri des meilleures technologies ou des meilleures solutions pour répondre à leurs enjeux. Donc, par exemple, ils ont une problématique. Oui. C'est vraiment comme ça ou sinon, oui. Est-ce que, par exemple, vous leur dites, on peut évaluer justement votre performance au niveau éco-énergétique? Il y a deux. Donc, nous, je le redis là, on est un facilitateur. Notre but, c'est de mailler les entreprises innovantes avec les villes. Donc, nous, chez IVEO, on ne va pas faire nous-mêmes de diagnostic, de dire, OK, on va aller mesurer des déperditions de bâtiments ou autre, mais on peut dire à une ville... Et puis, par exemple, c'est un exemple qu'on a fait justement avec un projet de drone où on a dit à une ville qui voulait financer des rénovations au niveau de ses habitants, de dire on peut vous aider à financer de la rénovation de bâtiments. Puis, pour essayer de mettre l'argent au bon endroit, on a dit, par exemple, il serait intéressant de faire une thermographie de la ville par drone pour identifier les bâtiments qui ont le plus de déperdition thermique. Donc, on va, grâce à la technologie, on amène à la ville une façon de dire, je sais où les projets qui sont les plus pertinents à investir, parce que je suis capable de voir les bâtiments qui avaient le plus grand de déperdition. Puis ça c'est pas nécessairement les bâtiments de la municipalité, c'est vraiment, la ville. Dans le fond, vous volez le drone au centre-ville, boum, OK, lui, il y a vraiment un gros problème. Ouais. La ville devrait l'aider un petit peu. Une belle cartographie avec plein de couleurs, Donc, ça, c'est le genre de choses, des petits exemples qu'on fait, mais pour revenir à ta question, en fait, on a vraiment deux approches qui sont assez classiques en innovation. Là, c'est qu'en effet, chacune de nos villes a des enjeux particuliers. Et puis, on essaie de les amener, d'identifier des nouvelles façons de répondre à ces enjeux. Donc là, ils nous posent des questions. Puis, on essaie d'évaluer, de qualifier, puis de répertorier les technologies disponibles pour amener à la ville donc, un portefeuille d'idées, de solutions possibles. Puis après, en discutant avec la municipalité, on va essayer de voir laquelle a l'air de mieux répondre, puis celle avec laquelle la ville aurait envie de partir. Ça, c'est la phase un peu classique, là, de partir des besoins. Mais aussi, on s'est rendu compte que les villes, comme ils ne sont pas forcément au courant du potentiel des technologies, c'est à nous de les inspirer aussi, de leur dire « Hey, tu pourrais faire ça. » tu sais. Et donc, on a aussi une approche
où on essaie de bâtir finalement une bibliothèque de projets, une bibliothèque de projets que j'appellerais inspirants, qu'on va montrer aux municipalités en leur disant, regardez ce que vos petits collègues ont fait, et peut-être que là-dedans, il y a des choses auxquelles vous n'avez pas du tout imaginé ou que vous n'avez pas pensé, mais que vous allez pouvoir vous en inspirer pour le déployer sur votre territoire. Donc, on travaille sur ces deux niveaux, à la fois de répondre à des enjeux, mais aussi de proposer aux villes, de façon proactive, des idées de projets auxquels on sait qu'eux-mêmes, peut-être, ils n'auraient pas forcément l'idée de le réaliser. OK. Puis, tu avais une question? Vas-y. OK. Puis, de l'autre côté, les fournisseurs qui font affaire avec vous, qui, eux, j'imagine, sont surtout du milieu privé. Oui. Comment vous faites pour obtenir justement des fournisseurs qui vont répondre à ces besoins-là? Puis comment, une fois que vous visez une problématique, que vous dites, OK, c'est lui qu'il vous faut, genre? Oui. Ça, c'est tout le travail de l'équipe, là, d'avoir les oreilles bien ouvertes, puis de savoir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle technologie. Donc là-dessus, on a bâti tout un réseau de partenaires dans ce que j'appelle, moi, l'écosystème d'innovation, mais bien sûr, les incubateurs, les accélérateurs, les structures de développement économique, les partenariats de recherche avec certaines universités, avec les centres collégiaux de transfert de technologie. Comment on peut, nous, IVEO, se positionner auprès de tous ces gens qui gravitent dans le milieu de l'innovation, leur dire, quand vous allez avoir des entreprises qui visent le marché des municipalités, pensez à nous les amener pour qu'on puisse les qualifier, regarder comment on peut les mailler avec les besoins de nos villes et donc bâtir comme ça un portefeuille de solutions. Donc on est très actifs auprès de différents partenaires, des événements aussi. On participe nous-mêmes beaucoup d'événements sur la ville intelligente, le numérique, pour aller identifier justement ces solutions et donc monter un peu en avance de phase un catalogue de un portefeuille de solutions qu'on pense qui va être intéressant pour nos villes. Donc, c'est tout un travail là, bien sûr de réseautage, de partenariat. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est rendu à plus de 550 entreprises là, dans notre, ce que j'appellerais grand portefeuille de solutions. Ouais. Donc, c'est un gros travail de fond. Puis, des fois, pour une thématique semblable, on va avoir 4-5 potentiels fournisseurs ou potentielles solutions. Et surtout, puisqu'on s'est rendu compte, c'est que ce n'est pas grave. Au contraire, c'est bien d'avoir plusieurs types de solutions parce que chaque ville a son propre contexte. Il y a des villes qui ont des enjeux je pourrais donner l'exemple là, par exemple des réseaux de télécommunications. Il y a certaines villes qui vont dire, moi j'ai beaucoup de zones blanches chez moi, on n'a pas toujours le réseau le signal. Ah ouais, hein? Donc il me faut. Comment vous réglez ça? Là justement, on se dit Rogers. C'est ça. On a fait des projets où on a mis des satellites et tout, mais c'est ça. Non, c'est de se dire comment on peut amener, en fonction des contraintes de la ville, d'amener la meilleure façon de répondre à l'enjeu. Puis on s'est rendu compte que c'est très rare qu'une seule solution réponde aux besoins de toutes les villes. Chaque ville a des spécificités. Là, je parlais des réseaux de télécom, mais ça peut être des logiciels de géomatique. On dit, la ville va nous dire, moi, je veux absolument que les données rentrent dans mon système informatique. Implanter certains logiciels. C'est ça. Donc, on va dire, telle solution, c'est pas possible de le faire. Celle-là, c'est possible. Donc, chaque fois, avec des contraintes spécifiques, ça réduit un petit peu le champ des possibles. Mais on a tout intérêt à avoir tout un portefeuille de solutions pour une même thématique parce que les contextes ne sont pas toujours les mêmes. Mais dans le fond, vous, vraiment... Fait que vous ne recevez pas d'argent de votre portefeuille d'entreprise. Puis est-ce que les municipalités, eux, vous payent pour... Oui. OK, fait que c'est la municipalité, dans le fond, qui vous paye pour dire « Trouve-moi une solution un peu à cette problématique-là. » OK, puis, c'est intéressant. Puis donc il y a cet aspect purement, comme je dis, service, de dire j'ai tel problème, trouve-moi une solution. Mais il y a aussi toute une dynamique de réseau. On n'est pas, je le rappelle, on est un OBNL, notre mission, c'est d'amener l'innovation le plus vite possible dans toutes les villes du Québec. Ouais. Et donc, au-delà de l'approche individuelle qu'on a avec nos villes, on a une approche réseau, dans le sens qu'on veut que les projets qui soient faits par une ville servent de projets d'inspiration pour les autres villes du réseau.
Donc, il y a certaines villes qui vont des fois prendre le risque de tester, expérimenter une nouvelle solution, une nouvelle technologie. Mais tous ces apprentissages appartiennent à toutes les villes qui sont partenaires avec nous. Okay. Et donc, les autres villes qui ont dit, moi, je vais attendre que ce soit testé. Ils vont pouvoir bénéficier. Voilà, ils vont dire, OK, ça a bien marché, je suis rassuré, je suis plus à l'aise de le faire. Et c'est comme ça qu'on fait l'accélération. C'est en partageant les connaissances de nos projets à travers le réseau. Et donc, les villes bénéficient de cette, je dirais, intelligence collective qu'on bâtit au fur et à mesure qu'on fait des projets avec nos villes. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment de servir d'accélérateur et donc de tester, expérimenter de façon individuelle, mais vite de transférer pour que la plupart des villes... Là, vraiment toute l'expertise qui est acquise. Pour que les autres villes disent, OK, waouh, je peux le faire moi aussi. Et c'est sûr qu'on est beaucoup dans ce que j'appelle l'inspiration. Et c'est là où je reviens sur l'idée je crois, des 1100 villes que j'ai mentionnées tantôt. C'est qu'on essaie d'avoir des villes dans notre réseau qui sont capables de dire si un tel l'a fait, ça va être bon pour moi aussi. Là. Ouais. Donc, on travaille principalement avec les plus petites municipalités parce que quand on fait un projet à Victoriaville, il y a plus de chances qu'on puisse le déployer à Boisbriand parce qu'ils se ressemblent. Mais si on dit c'est une grande ville qui l'a fait, les plus petites villes pourraient dire nous, on n'a pas les mêmes ressources ou les mêmes capacités. C'est ça. Puis je pense que les petites municipalités, par défaut, sont toujours un peu plus frileuses. Puis... parce que, justement, tu sais, ils veulent que ça fonctionne, tu sais. Puis si ça fonctionne pas, t'as le citoyen qui est directement devant. Exact. Oui. Genre pendant le conseil. Exactement. Sauf qu'en même temps, tu sais, moi, ce que je me dis, c'est la petite municipalité est quand même probablement un laboratoire plus simple à implémenter. Oui, bien sûr. Oui, aussi, oui. De l'autre côté, je peux vous le confirmer. Mais oui, il y a plusieurs intérêts de travailler avec des plus petites villes. Comme j'ai dit, il y en a plus de 1100 qui sont des petites villes, donc le marché est quand même au Québec dans les plus petites municipalités. Et deux, il y a une agilité de ces villes-là qui permet de faire de l'innovation peut-être plus facilement. Oui et non, parce que, comme dit, en tout cas, moi, dans la municipalité où est-ce que j'ai travaillé, là, OK, à chaque conseil municipal, tu avais des watchers. Tu avais des citoyens, là, ils sont là, ils regardent le budget, ils regardent l'ordre du jour à chaque fois. Fait qu'eux, tu sais, t'as l'élu qui est là puis qui fait face à ça. Tu sais, si moindrement il est intimidé, là, tu sais, il sait que si, par exemple, il part dans un projet d'innovation, qu'il va se faire watcher, puis si ça marche pas, il va se faire flinguer. Là. Exact. Mais là-dessus, on parle d'innovation. Moi, j'aime bien rajouter le mot pragmatique derrière. C'est-à-dire que on fait de l'innovation dans une logique de résolution d'enjeux. Là, okay? On ne fait pas de l'innovation pour dire on a testé un super truc, mais que c'était juste pour faire la une du journal. C'est rarement les genres de projets qui apportent beaucoup de valeur. Mais si la ville a vraiment un enjeu, je parlais notamment les enjeux réduction de coûts, réduction de l'empreinte environnementale, c'est sûr qu'il y a un rationnel derrière qui dit oui, je vais faire de l'innovation dans le sens, je vais essayer de faire autrement, mais cet autrement va m'amener des bénéfices. C'est pas juste pour le plaisir de dire hey, regardez comme je suis hot, j'ai fait de l'innovation. Donc c'est quand même l'approche assez pragmatique qu'on a chez IVO, d'essayer d'adresser le maximum des enjeux municipaux, ce que j'appellerais des vrais enjeux, parce que sinon, en effet, on reste dans le gadget. Et je pourrais dire que le concept de ville intelligente, au début, a peut-être un peu souffert de cette connotation de gadget. C'est pas du tout ça, là. C'est être plus efficace. Justement, c'est juste... J'avais demandé la question, je pense. C'est quoi cet air coquin, là? J'avais demandé la question à Simon Gignac quand il était venu. De la ville intelligente? C'était quoi la ville intelligente, mais ce serait quoi pour toi la ville intelligente? Pour moi, c'est vraiment lié à l'efficacité, à la fois opérationnelle et aussi l'aspect durable. Donc l'aspect environnemental. Mais l'objectif des nouvelles technologies, c'est d'être plus efficace, livrer des meilleurs services, mais c'est pas forcément de faire la une du journal. Là. C'est un peu une chose que j'avais en tête. Je me dis, tu sais,
quand on parle justement ville intelligente, j'ai l'impression que les gens pensent à des drones qui se promènent partout, puis tu sais, des trucs. Mais des véhicules autonomes. Des véhicules autonomes, c'est ça, exact. T'en as juste des c'est ça, exact. Mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup dans la ville intelligente des choses très peu sexy qui peuvent être juste comme le département d'ingénierie parle avec le département d'aménagement. Puis Jonathan, tu me disais, c'est qui nos interlocuteurs? Nos interlocuteurs, c'est les directions de services, le génie, les travaux publics, l'eau, l'environnement. La thématique de l'eau qui devient primordiale là, pour les villes. Détection de fuites d'eau, modélisation de zones inondables, tout ça, c'est des jumeaux numériques, c'est des capteurs, c'est de l'Internet des objets. Mais à la fin, j'ai un problème, c'est que je perds beaucoup d'eau dans mes réseaux, puis je veux savoir où c'est pour aller le réparer le plus rapidement possible. Donc, on est dans le concret, puis dans l'opérationnel. Ouais, puis eux, tu sais, justement, ces chefs de service-là, eux, ils ont un budget. Puis là, ils ont cette problématique-là. Puis là, ils se grattent la tête. Puis ils se disent, comment je vais faire avec ça? Parce que les villes sont... Il y a des villes qui sont mieux nanties que d'autres. Tu sais, qui sont nées sous une meilleure étoile, on va dire comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont une assiette fiscale qui est super intéressante. Ils ont un territoire qui se développe. Les villes ont de plus en plus de responsabilités, de moins en moins de sources de financement. Donc, ils sont souvent très dépendants de leur assiette fiscale, ce qui est malsain parce qu'ils se font la compétition entre eux. Ils grugent le milieu agricole, etc., etc. Fait je trouve que la solution, comme par exemple d'IVEO, de booster justement l'innovation, parce que l'innovation peut être une clé en optimisant ces services-là. C'est ça, en fait, l'objectif, c'est l'optimisation. L'optimisation et l'environnement, là, qui est quand même aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui sont dans cette tendance de faire face au changement climatique. Là, mais en effet, les enjeux, des fois, c'est pas toujours très sexy, là, mais les surverses, par exemple, là, on en voit beaucoup dans les journaux. Là, comment on peut mieux gérer, mieux contrôler tout ça, encore une fois, il y a des technologies qui permettent d'y répondre. Et puis, donc, on essaie d'être le plus concret possible dans notre définition de la ville intelligente. Ouais. Puis, je me demandais... juste peut-être donner un exemple de projet que vous avez mené. Est-ce que je ne sais pas si vous avez des non-divulgations ou... Non, au contraire. En fait, déjà sur notre site, là, j'inviterai les gens à aller voir. Il y a plus de presque 110 projets là, qui sont... il y en a beaucoup sur le site. Qui sont déjà actifs parce que je le redis, notre mission... c'est de porter la bonne parole pour que les villes disent « Oh, waouh, 110 projets, là, OK, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui pourrait nous être utile ?» là? Donc, écoute, ça va un petit peu dans toutes les directions, là, parce qu'on essaie de répondre aux enjeux, donc c'est vraiment très vaste. Là, j'ai parlé tout à l'heure, l'eau, l'énergie, l'efficacité énergétique, les bâtiments, la mobilité. J'ai parlé de détection de fuite d'eau, ce genre de projet qu'on peut regarder. On a fait des projets sur de l'inventaire automatisé. Là, je sais que dans d'autres podcasts, vous avez reçu des gens comme Jacques Artaud ou K2, comment on peut faire de l'inventaire automatisé, que ce soit des panneaux de signalisation, mais aussi de la foresterie urbaine qui devient un enjeu aussi assez important dans les villes. Comment on peut gérer ces arbres, la croissance des arbres, les forêts pour amener des puits carbone. Donc tout ça, là, il y a beaucoup de projets autour de la foresterie urbaine actuellement. Les thématiques de la gestion durable de l'eau aussi, je parlais les détections de surverse, l'économie d'eau potable, comment on peut déployer des technologies aussi bêtes que récupérer l'eau de pluie de bâtiments pour éviter de mettre de l'eau potable là où on n'en a pas besoin, arroser les plantes avec de l'eau potable, peut-être qu'on peut mieux faire. Donc c'est pas toujours très high-tech, mais c'est des choses qui, bizarrement, sont pas couramment déployées. Et donc, on essaie d'amener un peu ces notions-là. Donc, moi, c'est drôle parce que j'étais sur je sais pas trop, à un moment donné, une rencontre, puis c'était justement sur des innovations. Puis, tu dis des fois, c'est pas nécessairement des idées de génie, mais tu sais, c'est des choses qui n'avaient pas été pensées. Puis, des idées simples, efficaces. Tu sais, il y a une des personnes dans je me rappelle pas exactement c'est quelle entreprise, là, mais... Tu sais, eux, ils parlaient des jeux d'eau dans les municipalités, les jeux d'eau pour les enfants. De l'eau potable, oui. Là, ils disaient, nous, on a créé un jeu d'eau en circuit fermé.
Fait que plutôt que de sortir de l'eau tout le temps qui rentre dans le jet Ouais, d'eau. mais à un moment donné, il n'y aura plus d'eau, là. Non, mais... Quand il fait 40 degrés, là. Non, mais dans le sens que plutôt que d'avoir de l'eau qui part de l'usine, qui sort, et qui va direct. qui s'en va là-bas, ben, on la recycle pendant C'est un des certain projets temps. qu'on a regardé d'ailleurs. Il est sur notre site. Ah ouais, OK. Ah ouais. Bon. Mais comment ils font pour qu'à un moment donné, il y a plus d'eau, là? Il y a un système de un circuit fermé, mais aussi sauve, de... Voilà, exact, tu as tout compris. Mais j'avais une idée que je viens de perdre par rapport... Oui, en fait, c'est comme j'ai dit, là, je travaille dans l'innovation depuis très longtemps, puis il ne manque pas de solutions là, sur le marché, dans n'importe quel domaine. L'enjeu majeur de l'innovation, c'est de changer les comportements. Je parlais tout à l'heure, c'est qui nos interlocuteurs? C'est une grande question parce que nos interlocuteurs, c'est tout le monde. Là. Ça doit être les directions de service, les élus, les citoyens, pour les amener à ce que j'appelle la culture d'innovation, la culture du changement. Parce que des solutions, là, on n'a pas d'enjeu technologique, là. On sait tout faire. Hein. On envoie des petits robots sur Mars et puis on est capable de savoir ce qu'ils font, où ils sont, puis qu'ils nous envoient des photos. On peut penser qu'au niveau des technologies, on peut quand même répondre à la plupart des questions qu'on nous pose. La plus grosse difficulté, le plus gros frein au développement de l'innovation, c'est que les gens ne veulent pas changer leur façon de faire, leurs habitudes, et l'acceptabilité, le changement de comportement, ben c'est souvent ça la première barrière qu'il faut casser quand on parle d'innovation, c'est de dire, ben, tu pourrais essayer de faire autrement. Puis des fois, je parlais de la récupération de l'eau de pluie. Il n'y a rien de très scientifique là derrière, mais ce n'est pas un réflexe qu'on a parce que au Québec, l'eau, c'est gratuit, on ne la paye pas. OK, on a l'impression qu'on en a partout, mais c'est un enjeu qu'il va falloir adresser là, peut-être. Pourtant, c'est ça. On a des enjeux de pénurie d'eau en été qui s'en viennent. Ouais, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, ça va venir, là, peut-être des petits problèmes comme ça. Là, Puis je me demandais, en termes, supposons le Québec, quand on se compare à ailleurs dans le monde, on en est où en termes d'innovation dans nos villes, en termes de villes intelligentes? Est-ce qu'il y a des places que vous vous dites, je sais pas moi, la Californie, par exemple, hey, eux autres, là... Eux, ils ont des enjeux d'eau. J'imagine qu'ils doivent presser pas. Je pense que la grosse différence, là, parce qu'en effet, le concept de ville intelligente, là, le fameux Smart City, là, c'est connu de partout. Là, je pense que la différence, c'est encore dans le pragmatisme de ce qu'on fait au Québec. Là. Okay. Il y a beaucoup de villes qui sont parties avec beaucoup de stratégies, et finalement peu de projets, mais beaucoup de réflexions sur les architectures, notamment numériques. Hein. Souvent, ville intelligente, on associe ça au monde du numérique, donc ça prend des choix technologiques, des protocoles de communication, de l'interopérabilité des données. Bon, on pourrait aller très loin là-dedans. Et beaucoup de villes ont travaillé la ville intelligente sur l'architecture au début. Et je pense qu'au Québec, on est parti un peu à l'envers. Puis pour moi, c'est positif, là, ce que je dis. C'est qu'on déploie des projets et au bout d'un moment, à force de déployer des projets, ça va donner des orientations. Puis on va valider petit à petit des architectures, mais basées sur une approche de déploiement de projet. Et donc, finalement, je trouve qu'on s'en sort pas mal parce qu'on est allé beaucoup dans le déploiement de projets plutôt que de passer beaucoup de temps à réfléchir à c'est quoi la meilleure architecture. Puis, quand on réfléchit trop, des fois, on oublie de passer à l'action aussi. Là. Puis définitivement, je veux dire, le but, c'est de régler le problème. Ouais. T'as beau avoir la meilleure des applications au monde, si t'es pas capable de la mettre en place puis que ça règle pas le problème, t'es pas avancé. Là. Non. Puis aussi, je pense, on parlait des plus petites villes. Souvent, le concept de ville intelligente, il colle quand même aux grandes villes. Hein. Quand tu vas dans les plus grands salons, le plus grand étant celui de Barcelone, là, c'est des grosses villes, New York, Barcelone, Singapour, Paris. Puis ça, c'est pas forcément des modèles qui vont inspirer les plus petites municipalités non plus. Là. Donc, je pense que l'approche originale, moi, quand je parle notamment avec des villes hors Québec, c'est l'approche des plus petites villes. Ça, c'est vraiment original. Et dans tous les pays, souvent, il y a plus de petites villes que de grandes villes, mais elles sont souvent un peu oubliées parce que
c'est moins glamour de dire ma référence, c'est une toute petite ville. On préfère dire je travaille avec Tokyo ou Singapour. Mais à la fin, là, les plus petites villes ont quand même un poids économique important dans un tissu. Et donc, je pense que l'originalité au Québec, elle est aussi là-dedans, là, de viser spécifiquement ce qu'on appelle les plus petites municipalités. Là. Ouais, puis pendant la pandémie, il y a beaucoup de petites municipalités qui l'ont pas vu venir, là, qui ont vu une croissance inespérée, comme par exemple en Gaspésie, j'imagine que dans la Nodière, beaucoup, là, fait que eux, ils arrivent avec des nouveaux défis. Là, ils voient la villégiature qui se développe comme un peu trop vite. Fait que, ils ont besoin d'avoir des solutions là, parce qu'ils ont aussi peut-être un manque de main-d'œuvre également. Là. Exact. En effet, j'ai parlé environnement, économie. De plus en plus, on amène un peu la technologie aussi face à la pénurie de main-d'œuvre ou même au roulement du personnel. Là. Certains postes dans les villes, ça tourne beaucoup. Hein. Je peux donner l'exemple du déneigement. C'est quand même quelque chose de primordial dans une ville. Mais quand tu arrives, tu as de nouveaux personnels. OK, c'est quoi les routes de déneigement, comment on fait les abrasifs, combien on en met, puis à quoi il faut faire attention quand je vais tourner là, est-ce que je vais accrocher, tout ça, il y a des technologies là pour aider à la conduite, la formation, l'épandage automatique d'abrasifs, donc tout ça, ça aide aussi à éviter de perdre la connaissance quand on est dans des jobs où ça peut tourner assez rapidement. Et donc, tout ça, le support de la technologie à la main-d'œuvre est quand même aussi à pas sous-estimer. Là. Ouais, c'est ça. Mais, puis tu sais, je pense qu'une des... Tu sais, c'est un peu le buzzword actuellement, mais tu sais, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais ça reste quand même que c'est une solution au manque de main-d'œuvre qui s'en vient. Puis, tu sais, moi, ce que je vois, c'est en urbanisme, en aménagement du territoire, en ingénierie. On va remplacer ces gens-là. Non, mais tu sais, le couplage, jumeaux numériques, intelligence artificielle, il y a vraiment beaucoup de... Je parlais de l'inventaire des arbres tantôt. Tu le fais à la main dans une ville qui a peut-être 30 ou 40 000 arbres. Ça peut prendre longtemps. C'est une année, voire deux. tu fais rouler un algorithme là, avec la donnée de Jakarta. Là. Puis ça va plus vite. Voilà, donc, merci à notre partenaire. On l'a bien. Ils font une bonne job, je pense. Non, mais tu sais, juste, on dirait qu'on, tu sais, je pense juste en termes, justement, d'urbanisme. Tu sais, aller vérifier les piscines, vérifier toutes des choses qui peuvent se faire... de façon très automatisée. Effectivement, il y a également notre partenaire H4Géo qui fait du drone. Qui fait de l'étude de berges puis l'inspection municipale avec des drones. C'est super. Clair, parce que, je veux dire... Un des projets qu'on a dans notre site, d'ailleurs. Ah, bon. De l'étude d'inspection des berges, l'érosion des berges, Mais c'est ça. Puis, tu sais, même déjà avec ça, je veux dire, une personne que tu n'as pas dans ta municipalité, par exemple, qui va passer en bateau, puis qui va regarder, qui va prendre des photos à chaque terrain, pour voir, pour documenter dans le fond qu'est-ce qu'il y a sur le terrain, qu'est-ce qu'il y a dans la bande riveraine. Puis qu'après ça, il va repasser, qu'il va passer 2 semaines à faire ça. Puis qu'après ça, il va repasser dans 5 ans, puis qu'il va refaire la même affaire. Quand tu passes un drone, en 2 jours, c'est réglé. Donc ça, c'est un exemple. Ça m'amène un super un bon point sur ce qu'on pourrait ajouter, c'est que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, c'est un projet qu'on a regardé là, avec les drones. Et notre job n'est pas juste de valider la technologie, c'est aussi de valider d'autres aspects, d'autres bénéfices. Tu parlais bien sûr de la réduction de temps, la réduction du budget, que c'est plus efficace, c'est moins cher. Et quand on fait des projets, on essaie toujours de documenter, au-delà de oui, la techno marche, c'est quoi les autres apprentissages? Est-ce que ça a pris beaucoup de formation pour les agents municipaux? Est-ce que c'était facile à déployer? Est-ce que ça s'inscrit dans des tendances technologiques? Est-ce qu'il y a du financement? On essaie d'aller chercher d'autres infos. Et dans ce cas-là de l'inspection des berges,
un des avantages qui est ressorti, c'est qu'on n'avait pas imaginé au début, c'est tout ce qui est santé et sécurité de l'employé. Parce que l'employé, il est à risque là, quand il fait son inspection des berges. Là, tu parlais de bateau, mais j'ai entendu dire que parfois, ils y vont à pied. Là, donc, ça peut être glissant, tout ça. Donc, mais pas juste ça. Tu peux avoir pour avoir fait de l'inspection municipale, je peux te dire qu'il y a des fois des citoyens, des fonctionnaires municipaux qui se sont fait attaquer. Là. Parce que tu vas chez ces gens-là, comme partout, il y a des gens un peu sautés. Puis dans la municipalité que moi je travaillais, c'est pas des farces. Là. L'inspectrice avant moi, elle s'est fait battre. Là. le fameux le fameux chien qui attaque le non, mais c'est vrai ça. Parce que le fonctionnaire municipal, l'inspecteur municipal, là, il y a plus de droits qu'un policier. Bien sûr, dans l'accès au terrain. Ah oui, OK. Ouais, il y a plus un policier est obligé d'avoir un mandat pour rentrer chez toi. Un inspecteur municipal a juste besoin d'être assermenté à la MRC, puis boum, il peut aller où qu'il veut, quand il veut. Contrôler, oui. Mais je recommande pas aux villes d'envoyer un inspecteur municipal sans préavis du proprio. Si tu veux vraiment te mettre des citoyens à dos, là, fais ça. Puis qu'est-ce que vous voyez là qui va être les... habituellement, on essaie tout le temps d'avoir un peu... moi, je parlais d'intelligence artificielle, puis mais qu'est-ce que vous voyez comme tendance à venir dans, justement, la ville intelligente ou même la ville durable? Puis on dirait que... Je lance ça, là, puis est-ce que ça se peut que dans la ville durable, il y ait finalement low-tech, mais bien installé qui... oui, tout à fait, parce que en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de technologies qu'on essaie d'amener dans le milieu municipal, qui est innovant pour le milieu municipal, mais qui est presque standard dans l'industrie. Là. Vous avez sans doute déjà entendu parler de tout ce qui est industrie 4.0, l'Internet des objets, l'automatisation, tout ça. Dans l'industrie, c'est bien connu. C'est peut-être un petit peu moins vrai dans le milieu municipal, mais... Une ville, c'est une grosse entreprise, là, et ils ont des infrastructures, ils ont des équipements, ils ont des véhicules. Donc, il y a beaucoup d'applications, finalement, où on essaie d'amener des technologies peut-être connues ailleurs, mais les amener dans le milieu municipal et puis de regarder justement ce qu'elles peuvent amener dans ce secteur. Donc, je le redis, on n'est pas en effet toujours dans des grandes innovations. Là. Il y en a quelques-unes, où notamment sur les traitements d'images, les algorithmes, on voit beaucoup de choses autour de ça actuellement. Puis là, ça nécessite quand même beaucoup de développement. Mais je parlais tout à l'heure des enjeux de l'eau. Moi, je pense que c'est un des enjeux qui ressort de plus en plus, là, où les villes nous questionnent de plus en plus sur les aspects de l'eau, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, là, un nouveau projet immobilier qui s'en vient dans une municipalité, c'est les enjeux d'infrastructure, à la fois pour amener l'eau potable, mais aussi pour traiter les eaux usées. Donc, tout ça, c'est des enjeux auxquels font face les villes, parce que elles ont designé leur infrastructure à une époque où ils n'avaient peut-être pas prévu des croissances de population aussi importantes. Puis les enjeux sont de plus en plus présents. Donc la thématique de l'eau, bien sûr l'énergie. Au début, je pense qu'au Québec, on se pensait à l'abri de la crise énergétique. Là. Quand on lit ce qui se passe en ce moment, on se dit il va peut-être en manquer finalement. Donc comment on peut, encore une fois... sortir un peu de l'idée qu'on est dans le luxe, puis on a des moyens, des ressources illimitées, puis aujourd'hui de se dire, comment on peut faire pour essayer d'être efficace dans notre gestion de nos ressources, finalement. Ouais. C'est intéressant, tu sais, puis tantôt, tu parlais de la gestion des surverses, entre autres, tu sais, puis... nous, chez Agence Coda, on a travaillé beaucoup sur les surverses. Okay. Puis, tu sais, une des choses qu'on constatait, en fait, quand on faisait l'analyse des données de surverse, c'est que, là où on constatait des grandes croissances de population, c'est là qu'on voyait des problématiques de surverse. Fait que, tu sais, évidemment, tu sais, toute la gestion
tu sais, c'est pas juste d'implémenter finalement un quartier résidentiel, c'est de voir comment ça va impacter tout le réseau, finalement. Là. Clairement. On le voit à Sutton, ils n'ont même plus d'eau, ils ont mis un moratoire sur les nouveaux projets. Sur les nouveaux projets. Ah ouais, hein? Ouais, parce qu'ils n'ont plus d'eau. Puis, tu sais, Sutton, ça boom, là. C'est le gros buzz, là. Surtout pendant la pandémie. Moi, je m'en vais habiter l'autre bord. C'est clair. Fait que là, il se ramasse avec des petits problèmes d'eau, là. Ah ouais, hein? Ouais. Mais au fait, Charles, il aimerait savoir... Ouais. OK. On s'en va où? La question piège. Non, c'est pas une question. Non, il aimerait savoir, justement, si vous avez implémenté, par exemple, des cartographies interactives, des choses comme ça. Je pense que oui. Il y a beaucoup de projets, oui, qui, même si on n'est pas spécialisé là-dedans, mais il y a beaucoup de projets aujourd'hui, en effet, où la cartographie, la géomatique, la représentation d'une information à travers une carte devient un peu le standard de beaucoup d'applications. Là, je parlais tout à l'heure, le déneigement, là, mettons le suivi des avancées, des opérations de déneigement pour que le citoyen sache est-ce que la charrue allait passer, allait pas passer. Donc tout ça, c'est de l'information citoyenne qui est rendue de plus en plus disponible à travers des cartographies. Okay. Je parlais tout à l'heure, la surveillance des réseaux d'eau, à la fin... Oui, c'est des capteurs dans le réseau d'eau, mais à la fin, pour le gestionnaire, c'est une carte et puis c'est des indicateurs. Donc, beaucoup de projets aujourd'hui où l'information qui est recueillie par des capteurs ou par des drones ou autres va finir sur une cartographie. Donc, oui, c'est devenu, je pense, le moyen le plus efficace de représenter une information. De plus en plus, on voit des applications avec des cartographies, ça c'est sûr. Là. Mm-hmm. Ouais. C'est sûr que, tu sais, je pense pour l'utilisateur final, la cartographie, ça reste toujours plus convivial qu'un classeur Excel ou une base de données. Là. Donc, c'est un bel outil, la cartographie. Non, c'est clairement. Puis la cartographie interactive, tu sais, justement, ça interpelle beaucoup plus de monde. Ouais. Tu sais, qu'un vieux PDF là, que tu es obligé d'ouvrir. Oui, dans la communication citoyenne, avec beaucoup de villes là, qui, en effet, le citoyen, tu en parlais tout à l'heure, est de plus en plus exigeant aussi. Là, de plus en plus branché aussi. C'est ça. Donc, OK, comment on peut lui donner les interdictions de stationnement, c'est des trucs tout bêtes aussi. Là. Vous avez tous sans doute... Est-ce que ça se fait? Y a-t-il une application qui... En tout cas, vous avez sans doute tous vu les petits panneaux orange plantés dans les bandes de neige 10 minutes avant que ça ramasse ta voiture. Bon, on peut essayer d'avoir peut-être de la signalisation dynamique. Ça peut, en effet, ça cool, existe. Ça. Donc, c'est toujours un peu cette idée comment on peut informer mieux le citoyen plus rapidement et puis moins cher, là, parce que d'aller planter les petits panneaux, ça paraît simple, mais... En même temps, l'étiquette, ça fait un petit revenu aux municipalités. Mais c'est-tu quelque chose qui a été implémenté au Québec, par exemple, des panneaux de stationnement... Dynamique, oui. Dynamique, Québec, Laval, oui. OK. Est-ce que vous travaillez avec ces grandes villes-là? Pas encore. Non, mais on sait des entreprises qui ont fourni ce genre de solutions, puis elles font partie de notre catalogue. Là. C'est vrai que dans une plus petite ville, c'est pas forcément des choses qu'on va regarder, mais c'est des projets, qu'on voit de plus en plus là. Puis avec on parlait de cartographie, là, oui, c'est bon pour le citoyen, mais c'est aussi bon pour le gestionnaire là, qui peut activer à travers une carte. Il allume depuis son bureau les panneaux qu'il veut allumer à distance. Là. Donc, smart, ça. Donc, en effet, ça existe. Je me demandais, tu sais, à chaque année, il y a un salon de l'innovation en ville médiane qui se fait... Il a bien fait ses devoirs. Non, mais on était là tous les deux. Bon. À Shawi. La première édition à Shawinigan, l'année dernière à Thetford. Oui, c'est ça. Exact. Mais puis il y a une alternance entre la France et le Québec, c'est ça. France et Québec, hein, c'est ça. Exact. Donc ça, c'est un événement dans lequel on est bien sûr fortement impliqué parce que je parlais tout à l'heure de l'importance de transférer les connaissances, amener de la culture d'innovation dans les villes. Ça prend un événement là où
où on ne fait que parler d'innovation, où on montre des exemples, on montre des applications concrètes, là, puis essayer de stimuler tout ce beau monde entre les startups, les villes, de travailler ensemble. Et donc, cette année 2023, ben oui, le fameux CIVIM sera de retour en France cette année. C'est le côté France. Est-ce que c'est une année sur l'autre? Exact, okay. Oui. Donc, c'est ça va être où? En octobre, c'est dans la ville de Nevers, en France. Donc, centre de la France. Okay. Centre de la France, on va Massif dire. Central, ouais. Je n'irai pas jusqu'à Massif Central, mais quelque part au milieu, de la France pour nos auditeurs. Et on sera présent. On va organiser d'ailleurs une mission pour y aller. Ce seraient les bienvenus, avec des villes, des entreprises, créer ces passerelles économiques aussi. Et cette année, juste pour souligner qu'en 2023, c'est l'année de l'innovation France-Québec. Donc, cet événement s'inscrit dans une programmation plus large, là où on veut célébrer les collaborations entre la France et le Québec. Puis, cet événement fait partie des événements qui ont été répertoriés parce que c'est quand même une belle relation qu'on a à travers cet événement, puis partager les connaissances, amener des entreprises aussi québécoises vers le marché français ou des entreprises françaises à venir explorer le marché québécois. Donc, plein de bonnes choses qui se font grâce à cet événement, oui. Puis est-ce que dans votre catalogue, vous avez des entreprises françaises? Oui, exact. On a un bon nombre, au moins une quinzaine de pourcents, là, la louche, là, j'ai jamais fait le calcul précis, mais 15-20% de solutions étrangères, oui. OK. Fait que, c'est des solutions ils n'ont même pas besoin de se déplacer. Non. En fait, plusieurs techniques là, dans notre approche avec les entreprises étrangères. Mais bon, la première, c'est qu'on ne veut pas amener des concurrents de nos entreprises québécoises. Okay? On n'est pas là pour créer un monde hyper concurrentiel. On est là pour aller compléter les trous qu'on n'a pas. Tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont plus en avance? Des fois, oui, il y a des solutions plus en avance. On essaie de voir comment on peut les faire venir. Et vice-versa? Oui, vice-versa aussi, oui. Et donc, le modèle qu'on a avec les entreprises étrangères, là, il y a principalement deux axes. C'est soit on leur trouve un partenaire québécois qui peut être le relayeur. Donc, on vient compléter l'offre de solution d'une entreprise québécoise avec une solution hors Québec. Là. Donc, on vient créer comme ça, enrichir le portefeuille québécois qui devient un peu distributeur, on va dire, là, de la solution. Ou alors, l'entreprise étrangère est prête à venir s'implanter là, au niveau, créer une filiale ou une unité d'affaires au Québec. Puis là, dans tout le système du développement économique, on essaie de tout faire pour que ces entreprises viennent s'implanter puis créer de la valeur ici au Québec. Là. Donc, c'est un peu les deux approches. La première, souvent, elle commence par un partenariat là, parce qu'on ne va pas délocaliser ou venir créer une filiale là, sans trop savoir c'est quoi le marché du Québec. Mais à terme, c'est une logique un peu d'attraction là, d'entreprises qu'on pourrait avoir à travers IVEO. Ouais. Puis peut-être une dernière question parce que le temps file. Mais le marché en tant que tel, ça ressemble à quoi? Est-ce que les villes sont friandes de ces technologies-là ou actuellement, il y a encore beaucoup d'évangélisation à faire avant d'implémenter les... Je pense que le marché, il a beaucoup maturé. Là. Je pense qu'on arrive à une belle maturation des villes en termes d'innovation parce que, comme je disais, c'est pour répondre à des enjeux, puis les villes ont des enjeux. Je ne veux pas lancer le grand débat ici, mais l'un des principaux enjeux aujourd'hui dans le milieu municipal, c'est surtout les règles d'approvisionnement qui, des fois, malheureusement, ne sont pas toujours compatibles avec des technologies innovantes qui peuvent paraître toujours peut-être un peu plus coûteuses, même si à terme on y gagne. Des fois, c'est dans les règles du plus bas soumissionnaire, tout ça, c'est pas toujours évident. On essaie là de travailler, bien sûr, à essayer de faire changer ces règles d'approvisionnement, d'être plus ouvert à l'innovation, de prendre en compte des avantages environnementaux aussi dans certaines solutions. Donc, tout ça, c'est un travail de fond qu'il faut continuer à faire pour vraiment que les nouvelles technologies puissent trouver leur place dans le milieu municipal. Là. Donc, il y a encore quelques embûches, mais je pense qu'on est beaucoup à travailler dans ce sens pour les lever. Et à force d'y travailler, on peut espérer que ça aboutisse. Mais je suis assez confiant. Juste pour donner un exemple, il
Il y a 5 ans, quand on a lancé IVEO, on avait 5 villes partenaires. Aujourd'hui, on en a plus de 60. Donc, je pense que oui, ça répond à un besoin, puis les villes sont au rendez-vous. Okay. Est-ce que vous êtes bien répartis dans le Québec? Oui, partout au Québec. Vous avez du monde autant à Côte-Nord, Chibougamau, Fermont, Val-d'Or, Percé, Lac Mégantic. Oui. OK, wow. Très bien. Eh bien, merci. En tout cas, c'était super beaucoup. intéressant. Merci de votre accueil, les gars. Encore, mais le temps file, comme on dit. Oui. Puis, tu reviendras. Bon, on reviendra pour une deuxième. Oui, c'est ça. Ben oui, exact. On commence là à ramener du monde. C'est bon. Faire des suivis. Là, on fait des suivis, oui. On va faire un suivi. Prochaine fois, ça va être... Je reviendrai avec plaisir, puis on prendra de la bière avec alcool. Avec alcool, cette fois-ci. Elle est bonne, celle-là. Moi aussi, j'ai apprécié mon expérience. Ouais, non, c'est bon. Sans alcool. Là. C'est bon. Eh bien, en tout cas, merci encore. Jonathan, est-ce que tu veux faire tes traditionnels remerciements? Bien sûr. Merci à tout le monde qui nous écoute. Merci à nos partenaires. Merci à ceux qui viennent au podcast. La francophonie au complet. Donc, vraiment, le Québec, la France, l'Afrique, toute la francophonie. Puis, également, n'hésitez pas à nous contacter là, si vous avez des questions, si vous avez des sujets qui vous intéressent, si vous voulez venir au podcast. Charles et moi, nous sommes des gens très accessibles. Oui. T'allais dire quelque chose? Non, j'allais... Des fois, je lance des balles courbes, là, mais... Ouais, c'est ça. Puis, également, si vous voulez faire la promotion là, d'un événement là, qui a rapport avec toutes les technologies géospatiales, l'urbanisme, n'hésitez pas à nous contacter. On peut peut-être vous aider avec ça. Donc, merci, puis à la prochaine. Eh bien, merci bien, et à la prochaine. Au plaisir, au revoir.